l'imagination, elle, emprunte au réel. L'imagination ne se fait pas ex nihilo. Elle prend toujours, vous l'avez vu tout à l'heure, même avec la chimère, elle emprunte des éléments du réel pour créer des nouveaux possibles, disait Baudelaire. C'est-à-dire pour nous créer la sensation du nouveau. Et alors que l'imaginaire, lui, je dirais, est le fruit plutôt de cette imagination et qui est à opposer au réel. Mais là commence la difficulté, c'est-à-dire comment faire parfois la part entre l'imaginaire et le réel. On le sait bien, hein, dans la vie, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit « oh bah c'est ton imaginaire ». Hein, et puis par contre, quand c'est un scientifique ou on va dire un savant d'une façon générale et qui nous convainc par ses théories, alors on va dire là il a une imagination fantastique et c'est merveilleux, quoi. L'imagination devient merveilleuse. Alors c'est tout le problème effectivement de ce qui pourrait être la démesure, hein, ce qui pourrait être la démesure comme dans la chimère, hein, c'est-à-dire le vin qui corrompt tout, au point que l'humoriste pourrait par exemple dire le mariage c'est le triomphe je dirais, de l'imagination sur la raison, sur l'intelligence, enfin sur la raison on va dire. Et puis le remariage c'est le triomphe de l'espoir sur l'expérience. Oui, vous imaginez comme je ne vais rien dire de trop parce qu'elle est là, donc si vous voulez, vous voyez que cette notion de réel et d'imaginaire, quand vous pensez à un rocher, le rocher il a une densité, il a un poids, il a une couleur, enfin on se le représente le rocher. Pas très compliqué de se le représenter. Eh bien, il faut un imaginaire à la Magritte ou une capacité imaginative de Magritte pour en faire quelque chose aussi léger qu'un nuage et flotter dans les airs. Et en même temps, ça nous parle émotionnellement, hein, ces représentations-là. Donc, on sait ce qu'en disait Malebranche. Vous avez tous utilisé cette expression, l'imagination, la folle du logis. Eh bien, Pascal disait, de façon encore pire, cette maîtresse d'erreur et de fausseté est d'autant plus fourbe qu'elle ne l'est pas toujours. Vous savez, Pascal avait un exemple dont je m'étais servi sans avoir lu Pascal quand j'étais beaucoup plus jeune. Je prenais cet exemple-là pour dire que l'imagination est toujours plus forte que la raison. Vous prenez une planche, comme cette table. On va la prendre même de 50 cm d'épais en chêne massif. Je vous demande de monter sur cette table. Oui, pas grand monde va avoir un problème. Je la mets à 5 mètres de haut, pas grand monde aura un problème. Peut-être déjà pour un peu le vertige. Je la mets à 50 mètres de haut, on discute. Parce que vous voulez commencer à dire, oui mais imaginez un instant qu'il y ait une petite faille dans le bois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors vous commencez. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, l'imagination, on le sait très bien avec nos patients parfois, comme quoi ça peut emporter effectivement largement sur la raison. Ou par exemple dans cette figuration d'un peintre et dessinateur que j'adore, qui est Escher, où on voit ces fameux escaliers d'Escher, si vous voulez, où vous finissez par vous retrouver plus bas que là vous avez monté, c'est-à-dire que par un jeu d'illusion et les puits de gravité que décrit très bien Escher, eh bien, on arrive à des espèces d'absurdités, c'est-à-dire que c'est la raison à l'extrême et la folie à l'extrême. Et Escher avait parfaitement compris ça. D'ailleurs, Douglas Hofstadter, j'ai cet ouvrage et je vous le recommande, il n'est pas donné, mais c'est absolument, c'est un bijou ce livre. Il fait un travail entre Gödel, donc le mathématicien, Escher et la musique de Bach. Il essaie de comprendre les parallèles qu'il y a justement quand on pousse la raison à l'extrême, quand on pousse l'imagination à l'extrême. Alors effectivement, je suis convaincu que ça a dû inspirer les Shadocks, qui disaient par exemple, avec un escalier prévu pour la montée, on réussit souvent à monter plus bas qu'on serait descendu avec un escalier prévu pour la descente. C'est confusionnant, hein. Ouais, ben c'est exactement ce qui se produit parfois au début de l'hypnose, n'est-ce pas, avec un escalier prévu pour la montée, etc. Alors, est-ce qu'on peut distribuer pour faire un petit exercice? Non, c'est les muselets de champagne. Ils ne sont pas... Alors, tout commentaire... Alors, c'est une petite expérience personnelle qui m'a amené à plusieurs réflexions. Vous allez voir, alors, tout le monde ne va pas le vivre aussi efficacement. C'est un peu inégal. En même temps, ça révèle un peu quelque chose. Et si vous avez l'habitude de l'auto-hypnose, ça va être relativement facile.
T'appelles ça comment, Frédéric? Ah oui, les capsules. Mais il n'y en a plus de capsules là. Non, c'est pas collection. Bon, ce sera un souvenir très concret de Biarritz, bien évidemment. Ils sont tous en argent massif, sauf celui-là qui est en or. Tout le monde là, il en manque. Qui en veut? Qui en veut encore? Si on veut. Il peut arriver qu'à la suite de l'exercice, on ait des convulsions. C'est rare. On en subit peu, pour l'instant pas même. État d'ivresse probable. Il en manque un, non? Alors, regardez le petit muselet. Vous le tenez comme ça avec votre main droite ou la main gauche si vous êtes gaucher. Vous mettez le grand cercle au-dessus du petit cercle. Vous regardez vers le bas et vous bougez dans une rotation de gauche à droite votre muselet. Ça va, hein, jusque-là. Ils sont parfaits. Maintenant, vous arrêtez le mouvement, vous gardez le muselet devant vous, toujours avec le petit cercle en bas. D'accord? C'est-à-dire qu'il est au fond. Maintenant, vous allez donner l'ordre à votre mental, à votre cerveau, que dans un effet de perspective à la Escher, le petit cercle d'en bas, en fait, il est au-dessus. Alors, comment faire ça? Ouais, j'arrive spontanément, simplement en donnant l'ordre. Certains vont y arriver, d'autres ne vont pas y arriver, donc je vais leur demander de loucher un peu, ou de se mettre déjà dans un état un petit peu différent de conscience. Le cœur va calme et agréablement fort. La respiration est calme et tranquille. Voilà, et donc vous avez le... Et quand vous y arrivez, au moment où vous voyez le petit cercle en erreur de perspective, au fond, au niveau du cerveau, c'est-à-dire que le petit cercle est au-dessus du grand, dans une perspective, au fond, inversée, à ce moment-là, vous faites le même mouvement de rotation de la main que tout à l'heure. Ah, c'est incroyable, hein, vous voyez? C'est assez fou, ça. Alors, tout le monde ne va pas y arriver tout de suite, mais je suis certain, gardez le muselet avec vous, parce qu'à un autre moment, vous allez y arriver. Hein. Alors, ceux qui y arrivent, les honorés, donc, vous donnent la bouteille de champagne qui va avec, et vous allez la chercher à la fin du stage. Alors, combien ils sont arrivés, là, pour l'instant? Parce que vous pouvez retirer... Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, vous le ferez, hein, les autres, vous allez continuer de le faire, parce qu'à un moment, vous allez y arriver. Moi, je dois dire que depuis que j'ai conseillé à des gens de loucher un peu, ils y arrivent plus vite. Et au moment où vous bougez, votre métal se déforme. Ça se déforme complètement. Qu'est-ce qui se passe neurophysiologiquement? Là, c'est déjà un peu plus costaud. Au fond, le cerveau, il fonctionne de façon matricielle. Vous avez une matrice, et puis il est fixé sur la matrice. À partir du moment où vous lui donnez un autre ordre, le petit cercle devient haut, lui, il accueille cette matrice. Pour lui, elle est valide. Mais à partir du moment où vous bougez la main, il est obligé de déformer le métal, parce qu'il n'y a pas de commutation matricielle. Ça, c'est une notion que j'ai appris en mathématiques. Il n'y a pas de commutation matricielle au niveau du cerveau. Ça veut dire qu'à ce moment, on déforme la réalité. Autrement dit, le cerveau, pour s'en sortir, est obligé de déformer le métal. Ah, ça pose la question, si vous voulez. Dans nos vies, est-ce que parfois nous ne déformons pas la réalité? Parce que nous sommes dans une matrice de fonctionnement et de perception qui font que pour garder la cohérence de cette matrice, on est obligé de changer quelque chose. Fou quand même, cette histoire. Petit exercice très simple, mais qui nous enjoint directement sur le champ de l'hypnose, justement. Est-ce que l'hypnose va permettre, à travers une autre perception, d'élargir la perception et précisément peut-être là de commuter quelque chose? Ça va? Continuons. J'ai encore combien de temps, Frédéric? 5 minutes? J'arrive à le faire en 10 minutes? Et après, je vais faire.
Alors, vous voyez, là aussi, une autre métaphore qui m'intéresse, c'est la bande de Möbius. Ça m'a toujours fasciné depuis que je suis gamin, bien d'autres ici, on jouait avec les bandes de Möbius, on découpait la bande de Möbius, on faisait des bandes de Möbius enfilées les unes dans les autres. Enfin, c'est un truc assez fou, ça aussi, presque au sens mathématique. C'est ce qu'on peut appeler l'effet Pygmalion. Attention, j'ai pas dit Pygmalion. Sinon, je vais écoper de quelque chose. Non, c'est l'effet Pygmalion. Et là, regardez, intéressant la relation réelle-imaginaire. Comment on fait la différence? Comment on fait la différence? Imaginez un instant que vous êtes... vous avez des actions en bourse, etc. Et vous avez un gourou de la finance qui vous dit, attention, demain, là, vu ce qui vient se passer en France et ailleurs, demain ça s'effondre. Vous l'écoutez, vous retirez tous vos titres, toutes vos actions, tout ça, vous dites, oh là, je mets ça à l'abri. Il va y avoir du coup un crack économique, parce que vous avez écouté quelqu'un en qui vous faisiez confiance. Donc vous avez un vrai crack. Est-ce qu'il est, je dirais, naturel ou artificiel? Il est imaginaire ou il est construit? C'est-à-dire que le réel est toujours en lien, effectivement, avec cette dimension de l'imaginaire, comme la construction d'un symptôme, au même titre. C'est-à-dire que même dans le nœud borroméen de Lacan, si vous voulez, entre réel, symbolique et imaginaire, eh bien, il y a un moment, il y a une rencontre. Ils sont pour autant bien dissociés. Le réel n'est pas l'imaginaire. Mais le réel, l'imaginaire, peut influer une part de la réalité, c'est-à-dire la modifier dans la perception. Vous voyez, là encore, toute la difficulté. Et d'ailleurs, regardez les Allemands. La langue allemande est intéressante parce que Wirklichkeit, la réalité, ça veut dire ce qui agit sur moi. C'est comme ça qu'on le vit, d'ailleurs. Ou encore avec Mesmer, rappelez-vous... Mesmer, le vrai, hein, l'imagination sans magnétisme produit des convulsions, le magnétisme sans imagination ne produit rien. Ce à quoi le recteur d'Eslon, là, il faudrait vraiment revenir là-dessus. Si la médecine d'imagination est la meilleure, pourquoi ne nous ferions pas alors de la médecine d'imagination? Ouais, c'était ça la révolution. Ou encore Émile Coué, qui avait parfaitement compris ce maître de l'auto-hypnose, qu'on a un peu comme ça, il fait rigoler. Mais non, non. Moi, c'était un grand maître qui avait compris justement que le fait d'anticiper une occurrence à venir et de la remettre dans le présent avait une fonction éminemment thérapeutique, bien évidemment. On pourrait développer ça. L'image, véritable cheval de Troie, regardez que l'image, c'est l'anagramme du mot magie aussi. Hein, c'est intéressant. Et que dans ce cheval de Troie, on va retrouver aussi parfois des images fortes comme l'origine du monde, par exemple, chez une métaphore. J'adore les métaphores, Jean-Claude Espinosa est un orfèvre dans l'art des métaphores, et bien d'autres ici, j'imagine. Vous voyez ce cercle? Ce cercle, il indique quoi? Il indique que, à l'intérieur du cercle, il y a ce que je sais sur le sujet. Et puis, vous voyez, à la périphérie du cercle, il y a une espèce de zone rouge qui me montre la frontière avec ce que j'ignore encore. De toute façon, c'est pas très compliqué. Je travaille un peu le sujet, je lis, je me documente, j'essaie d'intégrer. Ah, le cercle s'est agrandi, j'en sais un peu plus. En même temps, vous avez remarqué que la surface de contact avec ce que je ne sais pas, elle aussi s'est agrandie. De sorte, plus j'ai conscience de savoir quelque chose, plus j'ai conscience d'en ignorer davantage. Autrement dit, on est quand même beaucoup dans l'ordre du non-savoir. Et alors, en matière d'hypnose, je pense que c'est particulièrement vrai, ce qui a probablement fait dire d'ailleurs à François Roustan que le savoir, au fond, le plus thérapeutique est le non-savoir intentionnel, c'est-à-dire une disposition dans laquelle je suis qui permet de m'ouvrir à une perception élargie. Maintenant, je vais vous faire un petit exercice qui... Si ma mémoire est bonne, date de 1944, alors c'est un film qui n'est pas d'une excellente qualité, mais qui vous montre une chose, c'est qu'on ne peut pas ne pas interpréter. On ne peut pas ne pas imaginer, au moins de façon même rudimentaire. Et on ne peut pas ne pas construire quelque chose très vite. Et pourtant, Fritz Heiger et Marianne Simmel, deux psychologues cliniciens de 1944, à l'époque on ne disait pas psychologue clinicien, on disait deux psychologues, on fait un petit cartoon, un peu à la Charlie Chaplin, avec uniquement des triangles, des ronds, des traits. Et à partir de ça, ils déroulent un petit film d'animation, et je vais vous demander de regarder ce petit film, si ça marche, et de vous laisser aller.
Ah oui, c'est intéressant. Intéressant parce que chacun a construit une petite histoire. Et pas la même histoire. Je l'ai fait passer la dernière fois dans une formation d'hypnose là au l'évêque à Bordeaux. Et 3 participants, ont dit que c'était une histoire d'animaux et de chats. Bon, moi, je n'ai pas vu de chat, mais chacun voit ce qu'il veut, si vous voulez, en termes projectifs. Mais la plupart d'entre vous, j'imagine, ont construit une histoire de rivalité, vous avez prêté des sentiments, des pensées de concorde, vous avez même attribué des sexes. Pour certains, j'imagine que la fin a été un happy end, ça s'est bien terminé, il a retrouvé sa compagne. Pour d'autres, c'est une fin absolument tragique, parce que le pauvre qui a été conduit, etc., se retrouve là à vouloir même abattre la maison, il détruit tout. Vous voyez, tout est possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ne pas interpréter. Alors qu'on pourrait dire très simplement, avec notre perception visuelle, c'est tout simplement une histoire de figure géométrique. Point à la ligne, qu'est-ce que vous nous montrez là? Vous voyez, à chaque fois, comment les choses adviennent, si je veux dire. Alors, vous voyez, la dame à la licorne, dans les tableaux de Cluny, j'y reviens un peu, pour ensuite aborder la question de l'imagination, de l'imaginaire et de l'imaginal, parce que dans la question de la dame à la licorne, ce qui arrive parfois d'ailleurs dans des transes hypnotiques, je vous montrerai à la fin, il y a un bouquin qui est signé par Michel Onfray. On ne peut pas dire que Michel Onfray soit très ouvert au champ de la spiritualité a priori, si vous voulez, et il vient de préfacer un bouquin de Robert Compas, qui est un chaman, et le titre, moi j'ai reculé dans ma chaise, je me dis qu'est-ce qui s'est passé, il a vécu quelque chose là, Michel Onfray. Le titre est La transe est EST connaissance. Transe est connaissance. Ce que je crois d'ailleurs, je crois que c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'il y a là, dans la transe parfois hypnotique, il peut advenir des choses qui sont du champ de l'imaginaire, c'est vrai. Je suis convaincu qu'il peut aussi advenir des choses qui sont, et regardez les bouquins de Michel Collot, qui sont de l'ordre de l'imaginal. C'est-à-dire, c'est pas de l'imaginaire, c'est entre les catégories sensibles et intelligibles, entre le monde sensible et intelligible. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans un autre monde. Alors, est-ce que ce monde existe? La licorne, elle n'existe pas. C'est pas parce qu'elle n'existe pas qu'elle n'est pas d'un autre monde, au sens où Corbin dirait, elle n'est pas dans cet espace-temps. Ça change un peu la donne. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de découvertes, même des découvertes géniales, comme celle d'Einstein, par exemple, par rapport à la théorie de la relativité, empruntant d'ailleurs les nombres imaginaires qui eux-mêmes n'existent pas. Mathématiquement, un nombre imaginaire, racine carrée de moins 1, ça n'existe pas. Ce n'est pas possible dans notre monde. Mais en même temps, utiliser un nombre imaginaire lui permet de concevoir la théorie de la relativité. Ce qui est quand même assez fou. C'est-à-dire qu'on voit bien à un moment qu'on est à l'étroit, je dirais, dans nos catégories mentales, dans notre représentation, et qu'il y a des portes de la perception qui nous ouvrent, probablement, à d'autres dimensions, sur lesquelles je ne donnerai pas de nom. Parce que le danger, peut-être, est là, justement, c'est de vouloir qualifier, encore une fois, réduire par une dénomination. Il n'y a pas de dénomination, il y a simplement des expériences, et ces expériences nous donnent à penser autre chose. Je crois que j'en penserai. Ça a été d'ailleurs la rupture entre Jung et Freud, cette histoire, à mon avis, du monde imaginal, pour donner naissance aux archétypes. Quand il est à Chicago avec Freud, et qu'à un moment il est dans un hôpital psychiatrique, j'ai le film, éventuellement je pourrais vous le montrer, j'ai le film ici, où quand il est interviewé par Robert Freeman de la BBC. À un moment, Jung est dans les couloirs de cet hôpital, et il y a un noir qui l'interpelle, qui l'attrape par la basque, et qui lui dit « Come, docteur ». Et il lui dit « Look ». Alors il l'amène vers la fenêtre, et il dit « Look at the sun ». Alors Jung se prête tout à fait au jeu du patient, et il lui dit « Look at the sun ». « And you make like that with the head ». C'est ce mouvement-là. Et à partir de là, il lui explique que là, il y a le pénis du soleil, et de là naît le vent. Bon, d'accord. Jung dit « completely crazy ». D'accord, il a bien compris qu'il était schizophrène. Sauf que 4 ans plus tard, alors qu'il est en train de travailler sur sa dimension alchimique, il trouve dans le papyrus magique de Paris, qui était complètement bloqué dans des archives, vous voyez, poussiéreuses, etc., le traité qui vient d'un culte de Mitra, où à un moment, il est dit exactement ça. Quand vous regardez le soleil et que vous portez votre tête à l'Orient et à l'Occident, à ce moment-là, vous verrez pendre du soleil, le phallus du soleil, et de là naît le vent. What happens? Qu'est-ce qui se passe?
Et là, il comprend, et il dit, ça crée un choc en lui. C'est-à-dire, il comprend à ce moment-là qu'il s'agit d'autre chose. Je suis convaincu que beaucoup de gens dits délirants, enfin, qui sont délirants d'ailleurs, ils sont délirants par rapport à notre norme, mais beaucoup de gens, entre guillemets, dits psychotiques comme ça, sont en contact avec un réservoir d'images. Toute la question est, est-ce que l'inconscient est structuré comme un langage, comme le disait Jacobson, repris par Lacan, ou est-ce que l'inconscient est structuré comme une image? Et c'est les images qui sont sédimentées depuis que l'homme est homme. Pourquoi les Esquimaux continuent de rêver de serpents, par exemple? Ils font des rêves de serpents, ils n'ont pas vu de serpents depuis des générations et des générations, on ne parle même pas de serpents. Donc ils ont des images archétypiques du serpent. Et là, dans l'histoire de Jung, et c'est pour ça qu'à un moment, dans Métamorphose de la médecine libido, il va couper avec Freud, il dit « Ok, votre théorie de la sexualité, c'est bien. » Je suis complètement d'accord avec ça, d'ailleurs, il n'avait jamais dit qu'il n'était pas d'accord. Mais il a dit que par là, elle est trop réductrice, et que la libido ne pouvait pas être qu'une libido sexuelle, parce que Freud a dit qu'elle n'était pas que sexuelle, mais potentiellement agressive. Et à ce moment-là, Jung dit « Non seulement je ne dis pas ça, mais je ne sais pas ce que c'est que la libido. » Et à ce moment-là, il commence à ouvrir, si vous voulez, des portes différentes au monde des archétypes, c'est-à-dire à la forme qui informe. De quoi sommes-nous faits? C'est ça la vraie question. Et je pense qu'à un moment, la transe hypnotique amène vers cette dimension-là. Je suis convaincu, par exemple, je me suis beaucoup intéressé justement aux peintures des psychotiques, etc. Par exemple, Adolf Wolfli, qui est resté 30 ans interné, quand vous voyez les peintures qu'il fait, c'est pas possible. Il a accès à des mythologèmes, comme on dit. C'est-à-dire qu'il a accès à des niveaux de connaissances qui lui sont venus, c'est ça, qui ont été des qualia de conscience, des émergences. Alors vous voyez, dans La Dame à la licorne, là aussi, c'est quand même intéressant ces tableaux. D'abord, les tableaux, ils sont doublement intéressants. Ils sont intéressants d'abord parce qu'ils sont magnifiques, c'est des tentures absolument magnifiques, c'est une tapisserie extraordinaire, très haute. Hein. Là, vous voyez les tabourets ici, mais ça fait 3 mètres, 3 mètres 50, une tapisserie. Et c'est une histoire d'amour, en fait. Au départ, alors, probablement que même la tapisserie de La Dame à la licorne, enfin les tapisseries, c'est un hymne à la féminité, c'est un hymne à l'amour. Mais La Dame à la licorne, c'est la psyché. C'est notre anima, c'est effectivement cette dimension psychique que nous avons à rejoindre. Et voilà, c'est la fameuse histoire de George Sand et de Prosper Mérimée. D'ailleurs, nous sommes allés voir avec mon épouse une magnifique pièce qui s'appelle Georges et Prosper. Alors, c'est une idylle qui n'a pas duré très très longtemps. Hein. Elle a duré, dans la pièce, enfin il le dit, ça a duré quoi, une huitaine de jours. Je pense que ça durait un peu plus en lisant les textes historiques. George Sand, donc vous savez, s'était retiré, alors c'est cette femme qui s'habillait en homme, hein, donc vous prenez les frasques, hein, qui étaient, je dirais même, quelque part assez libres et libérées pour l'époque. Eh bien, George Sand, qui s'appelait Aurore Dupin au départ, donc a eu différents amants, dont Musset, etc., mais aussi Prosper Mérimée, qui était l'inspecteur des monuments historiques. Et alors qu'elle se retire à Nohant, et pour moi ça me marque d'autant parce que mon enfance, je l'ai passée à côté de Nohant, donc pour moi George Sand, si vous voulez, ça a imprégné ma culture, et le château de Boussac, où elle a découvert ensuite les tapisseries de La Dame à la licorne, eh ben, je connais très bien le château de Boussac et les propriétaires du château de Boussac aujourd'hui. Non, mais je n'ai pas connu George Sand. Hein. Si quelqu'un... Alors non, vous écrivez pas ni dans Closer, rien, je n'ai pas connu George Sand. Alors, elle découvre 8 tapisseries. Et elle appelle Prosper Mérimée, elle lui dit, écoute, regarde. Prosper Mérimée tombe en adoration devant la qualité de la tapisserie qui est faite, qui était travaillée par les cartonniers, les lissiers, on a pensé que c'était fait à Aubusson, pas du tout. C'était fait à la fois en Belgique, enfin à plusieurs endroits, tellement c'était compliqué. Et puis, il faut savoir quand même, bon, là on est à un moment où on cherche à les réparer, on n'a pas d'argent, on commence à faire des petites réparations pour 3000 francs à l'époque, et puis il faudra attendre 40 ans, vous entendez, 40 ans pour que ça soit racheté par l'abbaye de Cluny. Entre-temps, on a perdu 2 tapisseries, parce que l'ancien propriétaire des tapisseries, il les mettait pour couvrir ses charrettes, pour transporter le truc, donc elles étaient bouffées au rat, donc on a perdu 2 tapisseries. Mais par contre, George Sand en parle de ces 2 tapisseries, ce qui nous a laissé évoquer la démarche, on va dire, symbolique et carrément initiatique. Moi, je suis convaincu que c'est ma conviction, hein, et je la partage, c'est une chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il y a tellement de codage dans la tapisserie à la licorne que vraiment on peut y rester plus que l'après-midi, parce que moi j'ai fait un séminaire en Sicile de 3 jours sur La Dame à la licorne.
Et je peux vous assurer que point par point, c'est absolument extraordinaire la richesse symbolique qu'il y a et la façon dont, bien sûr, on va essayer de le décrypter, en sachant qu'on risque d'être fort un petit peu à côté parfois. Regardez par exemple, Rainer Maria Rilke était enthousiaste devant la Dame à la licorne. Et d'ailleurs, il va faire des odes à Abélone. Abélone n'est pas une femme non plus qui a existé, mais on pourrait dire qu'elle symbolise toutes les femmes que Rainer Maria Rilke a aimées, ou qu'elle symbolise la femme en général. Et il va dire ceci, par exemple, parce que c'est très beau. Il parle de la licorne. Et il dit, oh, c'est elle la bête qui n'existait pas. Eux, ils n'en savaient rien. Et de toute façon, son allure et son corps, son col et même la lumière calme de son regard, ils l'ont aimée. Elle, c'est vrai, n'existait point. Mais parce qu'il l'aimait bête, pure, elle fut. Toujours, il lui laissait l'espace. Et dans ce clair espace épargné, doucement, elle leva la tête, ayant à peine besoin d'être. Ce ne fut pas de grain qui la nourrisse, mais rien que toujours de la possibilité d'être. Et cela lui donna à elle tant de force, qu'elle s'en fit une corne à son front, l'unicorne, et puis s'en vint de là, blanche vers une vierge, et fut dans le miroir d'argent, et puis en elle. On voit toute la dynamique, aussi lunaire, mais aussi cette notion que Maria Rilke évoque, qui est que l'homme n'est pas advenu. L'homme est un peut-être, il est en potentialité d'être.